Bonjour à tous, bienvenue dans Tailgate, le podcast 100% NFL des équipes de The Free Agent. Je vais me tromper un jour entre NFL et ELF, c'est absolument certain. Mais aujourd'hui, c'est bien la NFL dont on va parler, le podcast du jeudi, vous en avez l'habitude, avec un focus sur une équipe. On a fait les Steelers, on a fait les Titans, on a fait les Texans, on a peut-être fait d'autres et ils m'excuseront si je les oublie. Aujourd'hui, on va parler des Dolphins, les Miami Dolphins, parce que vous avez été nombreux sur ces dernières semaines, et on va reparler dans quelques secondes, à évoquer le cas notamment de Tua Tagovailoa. Et ça devient un cas épineux, notre bon Tua, donc on va en parler aujourd'hui avec un spécialiste, un des spécialistes, parce qu'il y en a plusieurs dans la fine équipe, qui vous régalent avec leurs vidéos, avec leurs podcasts pendant toute la saison, les spécialistes français des Miami Dolphins. Salut Rémi, comment ça va ? Salut messieurs, merci de m'avoir invité, ça va très bien et j'ai hâte de parler de ce sujet-là en détail. J'attends de voir comment tu vas nous amener ça, ça va être divertissant. Oh bah, je vais rappeler juste la trame historique du débat, rien de plus. Et évidemment, avec nous, mon compère de toute cette saison dernière, et qui le sera encore la semaine prochaine, parce qu'on ne vous l'a pas dit, mais on a prolongé son contrat. C'est passé comme une lettre à la poste pendant la free agency, alors que c'était pourtant l'un des mouvements. J'ai appelé Adam Schefter, il n'a pas voulu en faire une news, je ne sais pas pourquoi. C'est mon Seb, salut Seb, comment ça va ? Salut Flav, salut Rémi, bonsoir à tous, bonsoir à toutes ceux. Eh bien oui, je peux l'annoncer, j'ai signé ma prolongation. J'ai pas fait une Justin Jefferson dont on reparlera plus tard en me faisant désirer et monter les enchères. Non, moi je reste humble, je reste modeste. Ça fait une McCaffrey. J'ai fait une McCaffrey, j'ai juste attendu que ça tombe, tu vois, et bien sûr, c'est tombé. C'est tombé. Et à peu près au même salaire que Christian McCaffrey, avec 19 millions de moins par an. Voilà, on est quasiment sur les mêmes chiffres, mais on va pas chipoter pour quelques zéros, honnêtement, ce serait mesquin. Voilà, ce serait pas. Alors, attaquons tout de suite avec le sujet qui fâche. Non, qui fâche pas du tout. Avec le sujet Qui Tua. fâche, oui. Non, ça fâche pas, parce qu'en plus, c'est ça le problème, c'est qu'on n'est pas du tout fâché avec Tua Tagovailoa. On va revenir à la genèse de l'histoire. On a tenté de faire un top 10 quarterback pendant un podcast. Bon, il y a eu des avis plus ou moins éclairés. On salue Bertrand au passage. Il y a eu des avis, mais personne n'a mis Tua dans son top. Non, c'était le top 5. Donc on a fait personne n'a mis Tua dans son top 5. Voilà. Ensuite, notre chef de rédaction, Charles, a demandé à ce que chaque personne de la rédaction fasse son top 10 des quarterbacks. Là, il y a eu des Tua Tagovailoa, mais pas suffisamment pour qu'il figure dans le top 10 général de TF1. Et ça a créé une espèce d'émulation sur les réseaux sociaux. Pourquoi il n'y a pas Tua ? Est-ce qu'il fait du cricket ? Est-ce qu'il fait du tout ça ? Et à force de répondre à cette question, on s'est dit, mais c'est vrai ça en fait. Pourquoi il n'y a pas Tua ? C'est une très bonne question. Alors, la première question que j'ai pour toi, Rémi, c'est Tua, tu le mets où dans un top 10 quarterback ? D'un avis très personnel, moi je le mets pas dans le top 10, mais donc je Ah suis là, un peu tu vas être d'accord avec nous. Ça commence bien, dis-moi, ce podcast. Non, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que les gens de la communauté des Dolphins ne seront pas surpris de m'entendre dire ça parce qu'ils sont assez habitués. Puis c'est un joueur qui est super polarisant. Donc, quelque part, c'est un peu pénible parce que finalement, pour Miami, tu as l'impression qu'on parle que de lui, alors qu'il y a d'autres choses positives et d'autres problèmes dans la franchise. Mais pourquoi ? C'est parce qu'en fait, il n'est pas, il est pas à la bonne époque. Toi, là, s'il avait été drafté en 2005, il serait largement dans le top 10, il serait sûrement dans le top 5. Mais aujourd'hui, toutes les tops, ils ont des jambes, ils se déplacent, ils sont capables d'étirer les jeux. Même tu regardes un gars comme Purdy à San Francisco, qui est pas c'est pas un athlète incroyable, bah, il est capable de faire le petit effort supplémentaire qu'actuellement, Tua n'est pas capable de faire. Moi, c'est pour ça que je ne le garde pas dans le top 10. Après, si tu me parles de précision de passe, sa progression, bon, il y a encore des gros points noirs, etc. Ça reste un des passeurs les plus précis. Mais aujourd'hui, en 2024, la NFL, c'est pas que ça. Là, ça te prend pas que lancer des passes. Je pense que tout le monde va être d'accord avec ça. C'est peut-être un peu sévère de ne pas le mettre dans le top 10. Moi, je ne le mets pas dans le top 10, mais je suis assez sévère en général avec mon équipe. Donc voilà. Tu le mets entre 10 et 15 du coup. Ouais, Première je trouve ça moitié quand même. difficile.
Ouais, première moitié, parce que tout simplement, l'équipe est allée quand même en play-off. Donc, si tu vas logiquement, d'autant plus dans des conditions quand même l'an passé, alors je déteste dire ça, mais une équipe qui a été détruite par les blessures, mais c'est pas une excuse normalement, parce que si ton équipe est bien montée, les blessures, tu as assez de profondeur pour passer à travers. Reste que Miami n'avait pas assez de profondeur. Donc, ils ont quand même réussi à aller en playoff avec une équipe sans profondeur, avec une attaque qui a quand même bien produit jusqu'à la fin, avec un Tyreek Hill sur une jambe, puis un Waddle avec une épaule en moins. En tout cas, on fera pas toute la liste des blessures, mais les mecs étaient quand même. Mais comme toutes les autres équipes de la ligue, je veux dire. Il ne faut pas trouver des excuses non plus. Mais ouais, il est dans la première moitié. Mais pour moi, il est dangereusement sur le bord de la première moitié. C'est-à-dire que ça ne prendrait pas beaucoup qu'il rentre dans le top 10, voire mieux. Il y a quelques petits ajustements dans son jeu, mais ça ne prend pas beaucoup non plus à ce qu'il descende assez bas. Alors, je vais juste rappeler ces statistiques. Tu as parlé de la précision de la passe, notamment. Je vais rappeler ces statistiques en saison régulière depuis qu'il est arrivé dans la Ligue. On rappelle qu'il n'est arrivé qu'en 2020. Hein, c'est encore un tout jeune. Il est toujours en contrat rookie, d'ailleurs. Hein, il sera en cinquième option de 5e année, sauf s'il re-signe. On y reviendra. C'est l'histoire en ce moment, ouais. C'est l'histoire du moment. Voilà. 51 matchs de saison régulière comme quarterback partant, 32 victoires, 19 défaites, 66,9% de passes complétées, 12 639 yards lancés, 81 touchdowns, 37 interceptions. Dit comme ça, mon cher Seb, aucune saison négative. Il a toujours été en positif sur ses records. 6-3 la première année, 7-5 la deuxième, 8-5 la deuxième, 11-6 la troisième. 4624 yards lancés la saison dernière, c'est son record. Quand on s'arrête purement aux statistiques, on se dit, bah oui, il devrait être top 10. Oui, quand on s'arrête aux chiffres, il devrait être au top 10, je suis absolument d'accord avec ça. Avant de développer un petit peu, j'ai beaucoup aimé ce que Rémi a fait tout à l'heure en nous rappelant que quand on veut faire un top 5, top 10, top 20, peu importe, il faut savoir ce qu'on évalue. Est-ce qu'on évalue ce que le joueur amène à l'équipe? Est-ce qu'on évalue ses capacités athlétiques pures? Est-ce qu'on évalue uniquement ses skills? Et ça, c'est quand même, à mon avis, la question centrale quand on établit ce type de classement. Et d'ailleurs, Flav, on en discutait tout à l'heure hors antenne. Donc, Rémi, je vais te restituer l'anecdote que j'ai racontée lorsqu'on a fait ce podcast sur ce fameux top 10 des QB qui a fait polémique. On a donné notre top 5 et moi, j'ai fait la remarque suivante, c'est que dans mon top 5 de départ, toi, je l'avais mis et à chaque fois que je le relisais, je me disais « Ah ouais, mais j'ai oublié un tel ». Bon, donc, allez, toi, il descend d'une place et je mets un tel. Ah, mais j'ai oublié un tel. Et mais finalement, toi, il sort du top 5. Voire même du top 10. Du coup. Non, je vais être très honnête, je ne suis pas allé jusqu'au top 10 parce que je ne suis pas très très fan de ce style de classement. En dehors vraiment des classements statistiques, je suis quelqu'un de très cartésien. Pour revenir au cas qui nous intéresse, j'ai trouvé un article très intéressant d'août 2023 de Mike Freeman sur le site de USA Today qui disait qu'il y avait pour lui, et je le cite, un complexe industriel de la critique de Tua Tagovailoa. Ce sont ces termes, à tel point que lors de l'interception 2022, NBC l'avait classé. Combien il l'avait classé à votre avis parmi les quarterbacks de la ligue? Allez, 28, allez. Moi, je dis 20, allez. 29e. Rémi de la fine équipe a gagné 1 kilo de sucre. Ouais, mais moi aussi, je l'avais sûrement classé là. Donc, une photo dédicacée de Charles Todin, ce qui n'est pas rien, parce que c'est quand même le meilleur receveur de La Rochelle. Il était derrière Zach Wilson. Flav, il était derrière Jameis Winston, rends-toi compte. Tout de même. Hein. Alors, je te rappelle que dans ce podcast, il est interdit de critiquer deux personnes, Drew Brees et Jameis Winston, puisque je te rappelle que Jameis Winston est celui qui a dit un gros fuck à Denis Allen lors du dernier jeu de la saison 2023. Et pour ça, il aura mon respect éternel, Jameis. Donc, je n'ai pas formulé de critique, j'ai émis un fait. On l'appelle Saint-James chez nous. Tu vois, moi, je pense que toi, Tagovailoa, il y a quelque chose qui le dessert. Qu'il desserve, pardon. D'abord, c'est que c'est quelqu'un qui est humble, c'est quelqu'un qui parle peu, qui se vante peu. Il a juste eu, on va dire, un petit coup de sang justement en début de saison devant ce classement et en disant au sujet de ce journaliste de NBC, voilà, keep my name out of your mouth. Ce qui n'a pas déplu à ses coéquipiers qui montrent un petit peu comme ça de personnalité
et de leadership. Et donc du coup, je pense que la conséquence de ça, c'est que pour beaucoup, il ne ressemble pas, entre guillemets, à ce qu'on attend d'un QB élite en termes de comportement. Et comme du coup, les médias sont aussi, il faut bien le reconnaître, un petit peu paresseux, ben, Tua Tagovailoa, il a connu des difficultés comme tous les jeunes joueurs, et les médias, ils sont restés là-dessus. Et je pense également que ce qu'il a desservi, ça a été ses problèmes de santé il y a une saison de cela, ses problèmes de commotion. Je pense que c'est encore à l'esprit de tout le monde. Et moi, le premier, Moi lors de aussi. l'intersaison précédente, j'avais dit, j'étais pas le seul dans la rédaction à dire Miami, ils peuvent performer à condition que leur QB puisse rester en bonne santé. Et je pense que ça, c'est le point critique dans l'évaluation qu'on peut faire de toi, Tagovailoa. Pardon, j'ai toujours autant de mal à Oui, oui. je C'est suis pour ça que désolé. ça m'a fait rire de Et faire oui, un non, podcast sur toi, parce tu que sais je que c'est sais, ma kryptonite. Tu sais que c'est ma kryptonite. Voilà. je sais qu'il ne le passera pas, Euh, Tagovailoa. Donc, voilà, je le passerai pas. J'ai essayé encore et je me suis. Voilà, je fais un 5,50 au 40 yards. Qu'est-ce que tu veux? Ça arrive. Donc voilà, je pense que c'est cet ensemble de même pas de fait de perception qu'il dessert dans cette évaluation finale qui est en fait très subjective. Mais moi, c'est vrai que moi aussi, je vais te redonner la parole, Rémi, pour réagir à ce qu'a dit Seb, mais moi aussi, quand je l'ai vu les premières fois se faire plaquer la saison 2023, j'étais pas à l'aise parce que j'avais peur, mais sincèrement peur pour lui, quoi. Je me suis dit, s'il se reprend un choc, s'il se reprend n'importe quoi, enfin, les images de la saison 2022, je pense qu'il y en a beaucoup qui les ont encore en mémoire, tu vois. Et franchement, on a eu peur, quoi. On va pas se cacher. Il y a des moments où on s'est dit, le pauvre Tua, il va pas finir la saison et ce sera pas sur une civière qu'il va finir, quoi. Donc c'était assez inquiétant. Tu veux réagir à ce qu'a dit Seb, Rémi? Ouais, bah, je suis assez d'accord. Il y a quand même un truc, bah, déjà, si tu parlais, oui, des commotions, mais déjà, au moment de son repêchage, là, du draft, faut pas oublier qu'il sortait quand même d'une super grosse blessure avec Alabama, là, une fracture de la hanche quand même assez majeure. Et en fait, ça traîne depuis qu'il est rentré dans la ligue. Et ce dont tu parlais, en fait, sur le comportement qu'il a, en fait, ce qui est très drôle, c'est qu'il y a tellement une différence dans la perception des médias nationaux et des médias locaux. C'est-à-dire que quand tu lis les beat writers, puis à Miami, on est extrêmement chanceux, il y en a énormément. Donc, tu es capable d'avoir énormément d'avis différents, mais là-dessus, ils sont tous d'accord. C'est-à-dire que le gars, il fait pas de bruit à l'extérieur du terrain. Et oui, il est super humble, tu l'entends jamais. C'est le gars, il est toujours avec sa mère, etc. C'est un peu bizarre, là. Mais que à l'entraînement et dans les matchs, finalement, il a un comportement d'un pro, quoi, tu vois. Donc, moi, j'étais dans les premiers au début en me disant, putain, c'est quoi ce gars-là? Il peut pas te mener une équipe NFL. Finalement, après, quand t'entends les gars qui sont sur le bord du terrain non-stop, qui te disent tous, alors qu'ils travaillent pour des journaux différents, non, non, regardez, il y a la perception hors terrain, puis la perception sur le terrain, puis finalement que le gars, tu ne le verras jamais dans les médias dire, je suis le meilleur, je suis le meilleur. Là, lui, il va juste réagir si on l'attaque. Ça, c'est clair. Mais moi, je trouve que le problème, c'est qu'il n'a pas un style de jeu, principalement, qui fit bien avec la NFL d'aujourd'hui. Quand tu parles des qualités athlétiques d'un joueur pour l'évaluation, tu vois, il a aucune qualité athlétique. Là. Il est pas grand, il est pas fort, il tient pas fort sur sa jambe, il court pas. Mais, et moi, je vous le dis, là, je le critique alors que j'étais le supporter numéro 1 de sa draft quand il a été pris. Je voulais absolument qu'il soit drafté par Miami parce que c'est potentiellement le QB le plus précis de la ligue. Sauf que j'ai pas de misère à me dire que je me suis trompé. Quand NFL, ça te prend plus que ça. C'est-à-dire que, et je reviens à la même chose. Vous, aux Saints, là, vous avez eu de Breeze qui ressemblait un peu dans le truc. Oui, il avait un espèce d'aura incroyable, etc. Mais au niveau de la précision, c'était un gars incroyable. Il voyait pas par-dessus Ouais. ses O-line, puis il était capable de décocher des passes partout. Ben, ok, t'as ça. Sauf que là, on est 10 ans plus tard. Et que le jeu, il évolue. Oui, ça très clairement. Et justement, quels sont pour toi les points, parce que bon, il va pas devenir grand et fort dans la semaine. Quels sont à moins qu'on le fasse, qu'on l'arrose ou j'en sais rien, mais enfin, il va y avoir un truc. Quels sont les points sur lesquels il pourrait progresser pour le faire encore grimper dans ce classement des quarterbacks? Est-ce que par exemple, si on s'arrête purement statistiquement, s'il refait une saison comme l'an dernier, l'an prochain, il sera top 5?
S'il fait de son comme l'an passé, il a quand même été premier dans pas mal de catégories statistiques. Il ne faut pas l'oublier, là, parce que là, on le critique pas mal, mais reste que c'est la réalité. Ok, il a le monde autour de lui pour le faire. Faut pas non plus mentir là-dessus. Ouais, mais ça, c'est le Mais débat, c'est le même débat que pour Purdy. Tu vois. Oui, Pour Purdy, voilà. on lui non, on est d'accord. reproche souvent d'avoir une bonne équipe autour de lui. Bah Ah, oui, mais bon, ça fait partie du jeu aussi, quoi. Si t'as que des Après, pompes à vélo, c'est sûr que tu feras rien, quoi. non, mais mais je veux dire, même les très très grands quarterbacks de l'histoire, enfin, faut être honnête 2 secondes, justement, ils n'avaient pas des pompes à vélo quoi, autour d'eux. Hein, je veux dire, on est d'accord. voilà, si les Joe Montana ou les Troy Aikman, ils avaient joué avec des types qui font du On 6 est secondes au d'accord. 40 yards ou qui avaient les mains carrées, ça se saurait. Il y a Patrick Mahomes qui joue avec On- Kadarius Toney. Mais bon, à part ça, c'est mis à Oui, part. mais les extraterrestres ne comptent pas. Mais, mais reste que si justement tu parles de Purdy, si cette année-là il a perdu pas mal de points, hein, tout, on l'a vu arriver au camp obligatoire, il y a les minicamp actuellement, il a perdu un bon, d'après moi là visuellement 7-8 kilos, là, un bon 15 livres. S'il est capable d'étirer le jeu, sortir un peu de sa pochette, c'est cool. Moi, je pense que c'est ça qui l'en fait rentrer dans le top 5. Capable d'aller gagner son first down quand c'est 3e et 3, puis que finalement, d'habitude, il reste dans sa pochette, il attend que ça se passe, puis il se fait saquer. S'il est, il est capable d'aller chercher ce 3 yards en plus, oui, tu peux le mettre dans le top 5 parce qu'il devient un game changer. Il apporte le petit plus qui amène quelque chose. Après, le problème, c'est que vous avez parlé de ses commotions, puis c'est très juste. Les commotions qu'il a subies l'année où il les a subies, toutes les commotions qu'il a eues, c'est 100% de sa faute. Il a tenu le ballon trop longtemps. Alors, est-ce qu'en 2 ans, il a été capable de faire le progrès, puis de se débarrasser de la balle, puis d'être capable de gérer ce stress-là, de sortir de la pochette ou d'étendre le jeu? On va le savoir rapidement, en fait, à l'automne. Mais je pense que la différence, ça se fait là, en fait. Seb, d'accord avec ça? Oui, alors voilà, je suis assez d'accord sur ce point-là. Il s'est effectivement présenté au camp d'entraînement là, aux OTAs avec 15 pounds de moins. Donc c'est pour ça que sur je serais plus mesuré, Crémy, sur les capacités athlétiques. Après, ça reste un quarterback de ce qu'on appelle un pocket QB, hein, c'est-à-dire c'est un quarterback classique. C'est vrai que ça va pas partir en roll-out. C'est vrai que ça va pas courir 70 yards par match, mais moi je pense tout de même qu'il y a encore de la place en NFL pour ces QB très très classiques. Alors, avant de voir si Rémi, vas-y, tu peux réagir. En fait, je te vois opiner. Alors vas-y. non, mais en fait, c'est parce qu'à Alabama, il le faisait très bien. Aller chercher l'extra, en fait. Mais pas hyper souvent, comme tu dis, tu as 100% raison. Il faisait peut-être pour peut-être 4-5 fois dans le match, mais 4-5 first down, ça peut te faire la différence sur une victoire à la fin. Là, mais il a, dès sa blessure à la hanche, puis sa draft par Miami, ça a été compliqué le début avec Flores, etc. Will, on l'a mis dans une cage, en fait. Puis je souhaite pas, moi, qu'il se mette à courir partout parce que l'impact en NCAA ou l'impact en NFL, on est dans 2 ligues complètement différentes. Là. Puis je pense pas qu'il passera à travers ça. Mais si la question, c'est comment il rentre dans le top 5, moi, je pense que c'est en faisant ces petits jeux-là. Quoi. Juste avant de parler peut-être d'une des raisons aussi pour lesquelles toi, Tagovailoa n'est peut-être pas au top ranking du QB, il y a la question du contrat. Est-ce qu'il faut prolonger Tua pendant cette intersaison, Rémi? Là, je vais donner mon avis, mais tout le monde le connaît dans la communauté des Dolphins. Ah oui, mais peut-être pas chez TFA. Donc... Bon, moi, si je suis GM, il joue sur sa 5e année, qui est le cas là, pour la saison qui vient, et je le tag l'an prochain. Parce que l'an prochain, le tag est à 38, si je ne me trompe pas. Donc finalement, ce qui est pas dégueu, excusez l'expression, là, pour 1 an à te dire, je viens d'étirer 2 ans sur un QB qui est fragile. Il t'aura donné 6 saisons. Il aura 28, je pense, si je ne me trompe pas, ou 29. Puis là, tu pourras prendre une décision de 2-3 ans qui sera bien éclairée. Puis tu auras vu aussi ses performances avec un groupe de receveurs qui aura évolué et une ligne qui aura évolué. Moi, c'est ce que je ferais. Après, je vais te dire, je prends tout le temps le côté des joueurs. Je lui souhaite qu'il ait la plus grosse extension possible avec le plus gros salaire parce que c'est pas facile de jouer dans la NFL, puis tu te détruis la ville. Donc là, j'enlève mon côté de fan, puis l'équipe avant tout. Là, en tant que joueur de foot qui ramasse le plus gros sac pour lui, le plus gros sac d'argent, je lui souhaite. Là, mais si je suis le GM, moi, je lui donne pas. Là, il joue sur sa 5e année, puis son tag, et puis il fera du hold-in s'il veut. Là, il viendra aux pratiques, puis il fera la moitié, mais on ira.
On draftera quelqu'un d'autre, puis c'est ça. Très bien. Seb, toi, tu lui donnes l'extension là pendant l'intersaison? Je suis plutôt de l'avis de Rémi si on se place d'un point de vue purement Moi, je trouve ça pas gestionnaire. bête comme du tout, comme Non, avis. non, je trouve ça très bien vu d'un point de vue purement gestionnaire. Tu as un QB qui là, vient de te donner sa première saison complète en 3 ans, 4 ans de NFL. Ça exige un petit peu de prudence. Dans l'extension, je la signerai Pas pas. faire une Daniel Jones, quoi. Faut éviter de faire une Daniel Jones. Voilà. C'est le marché. Voilà. La Non, comparaison est dure quand même. Je suis dur avec toi, mais la comparaison est dure. disons que Daniel Jones est une sorte de landmark pour ce podcast, une sorte d'étalon du quarterback, en particulier pour les contrats, en particulier pour les extensions de contrats. C'est un peu l'exemple de ce qu'il ne faut. C'est devenu un peu l'exemple de ce qu'il ne faut pas faire pour une franchise. Donc, Non, plus mais non, mais sérieusement, on est un peu dans ce cas-là, c'est-à-dire de dire que tu as une très bonne saison, derrière, tu offres un gros contrat, et voilà, des fois, ça réussit pas toujours. Alors, ça se trouve, Daniel Jones va faire une saison extraordinaire, mais ce qu'il y a bref. dans le cas qui nous intéresse, c'est que ces saisons précédentes, elles n'ont pas été, elles n'ont pas été Non. mauvaises, Ouais. mais elles n'ont pas été complètes. Ouais, c'est ça. Pas complète. Puis, mais par contre, un truc que vous avez dit qui est très juste, il a que des saisons victorieuses. Et on a beau dire ce qu'on veut, oui, l'équipe, etc., le coaching, reste que ça te prend un bon QB pour avoir des saisons positives dans la NFL. T'sais. Donc, quelque part, il a peut-être un truc que des fois on voit moins ou on ignore, qui fait qu'il gagne. Là, mais le seul défaut de ce que je dis, c'est le côté humain. C'est-à-dire que le message que tu envoies à tes joueurs et à tous les joueurs de l'équipe, il est vraiment mauvais. Là. Dans le sens où, les gars, vous êtes des mercenaires, puis on va tirer au maximum. Puis voilà. Alors, est-ce que tu es capable de faire ça dans un monde réaliste? Vraiment, quand tu es GM, je suis pas sûr, là, mais c'est ça. Quand tu raisonnes en tableau Excel, oui. Bah, ça marche, voilà. Quand, Mais... voilà. Quand tu travailles sur l'humain, non. Il y a un équilibre, il y a une frontière à respecter qui va pas être facile. Hein, Ça veut dire qu'il faut que je mette en brouillon un article, Tua Tagovailoa prolonge son contrat, c'est ça? Non, mais il va prolonger. Hein. Regarde. Bon, bah, à voilà, mon grand désespoir, il va prolonger. Eh ben, dans l'article, je mettrai au grand désespoir de Rémi, Tua Tagovailoa a prolongé son contrat. Mais tu sais pourquoi ça me dérange pas? Parce que moi, j'espère juste avoir tort. Ah oui, non. J'ai aucun problème à dire un truc, puis dire après à ceux qui m'ont dit il est génial, etc., ben avec des arguments, parce que dire que quelqu'un est génial, juste pour dire qu'il est génial, j'ai un peu du mal avec ça. Mais regarde, je te dis, j'étais le supporter numéro 1 de sa draft. Je me suis planté, ça marche pas. On ne gagnera jamais le Super Bowl avec ce gars-là. Si notre objectif c'est de gagner un match de playoff, bah ok, mais moi, c'est pas ça que j'attends. Voilà. C'est assez évident. Alors, la question aussi, c'était de se dire, on en a parlé un petit peu, on a esquissé déjà les contours, on a dit, il a aussi une très bonne équipe autour de lui. Ça, c'est un fait. Les Dolphins de maintenant ne sont plus les Dolphins d'il y a quelques saisons. Rémi le sait, parce qu'il y a eu une période de vache maigre pour ceux qui suivent la NFL. On a beaucoup de fans qui se sont mis à la NFL il y a très peu de temps, donc on va leur dire, les Dolphins, il y a quelques temps, ça mettait pas 70 points à Denver. On va le dire tout de suite. Ça pouvait en prendre 70, mais ça n'en mettait pas 70. C'est ça. C'était plutôt dans ce sens-là. Il a effectivement un corps de receveur qui est très bon. Et parfois, c'est l'argument qui nous a été donné, c'est Tua Tagovailoa, finalement, il s'invisibilise derrière les receveurs qui brillent, Tyreek Hill, Jalen Waddle, etc., etc. Est-ce que les Dolphins, pour toi, Rémi, ont le meilleur corps de receveur de la NFL? Je sais pas. J'aime pas ce genre de classement. C'est comme classer les QB, j'ai tellement du mal. Parce qu'en fait, ça dépend tout le temps de comment tu es coaché. Est-ce qu'ils ont le meilleur corps de receveur qui fit avec le système McDaniel? Oui. Actuellement, ça prend des joueurs rapides, pas forcément hyper physiques, parce que Hill, c'est Tyreek Hill, même si tranquillement il décline, on l'a déjà vu un peu l'an passé, et c'est normal, hein, avec le style de jeu qu'il a, physiquement il prend énormément de coups, puis tu peux pas continuer à rouler aussi vite que ça toute ta carrière, là. Mais c'est absolument normal, il arrive à 30 ans, là, donc c'est absolument normal. Waddle, c'est un super joueur, mais un peu fragile. Derrière, il y a plein d'autres receveurs qui sont super intéressants. Il fit très bien dans le système McDaniel. Est-ce que tu me dis
est-ce qu'on a mieux que Justin Jefferson ou plein d'autres? Non, non. Moi, j'aime beaucoup le corps receveur des Bengals, par exemple. De Cincinnati, je trouve que ils ont vraiment quelque chose qui est ultra intéressant parce qu'ils ont un peu de tout. De la vitesse, des changements de rythme, des gars physiques. Nous, on a de la vitesse. Voilà, donc Mais beaucoup c'est de difficile à vitesse. répondre à la question. La très bonne Énormément de vitesse. La C'est très la bonne- mentalité du coach. Ah oui, c'est de la très très bonne vitesse. C'est pas n'importe quoi non plus. Seb, on a vu Jalen Waddell prolongé il y a quelques jours. Euh, Tyreek Hill, alors, il est jusqu'en 2026, hein, c'est ça, le contrat, je crois, de Tyreek Oui, Hill. et C'est en plus- réalité, il sera sûrement coupé à la fin de l'année. D'accord. En tout cas, il est comme Ah, Daniel parce que son Jones. contrat est plus garanti après, Comme exactement. Daniel Jones, rien de plus. Voilà. C'est le point Daniel Jones. Pour toi, est-ce que la paire Waddle-Hill, il n'y a quand même pas beaucoup d'équivalents en NFL, on est d'accord, hein, Seb? Il n'y a pas beaucoup d'équivalents. Je dirais que tu n'as pas trop de soucis à te faire quand tu as deux receveurs à milliard. Mais il y a peut-être mieux. Moi, je pense notamment aux Bengals, justement, de Cincinnati. Parce que tu as quand même. Tu as fait sur la saison dernière, du moins. Oui, parce un que c'est pas trio sûr que cette année, ils ont encore. Voilà, tu avais la saison dernière, on parle de la saison dernière, Jamar Chase, T. Higgins, Tyler Boyd, plus, alors c'est pas des receveurs, mais Irv Smith Jr. et Joe Mixon qui pouvaient apporter leur escarcelle. Aux Eagles, on oublie de le dire, mais il y a quand même A.J. Brown, Devonta Smith et Dallas Goedert. Chez les Texans. Aux Texans, j'allais dire, hein, cette année, les Texans, c'est très solide. Il y a eu le corps des receveurs des Texans, en effet, et un petit peu à la surprise, parce que c'était des no-names qui sortaient un petit peu de nulle part. Moi, je pense que le corps des receveurs de Miami est top 3, mais sur ce top 3, ils sont peut-être pas sur la plus haute marche du podium. Après, attention, on ne fait pas dire ce que je n'ai pas dit, hein. Ça reste un corps de receveur de très très haut niveau. Tu as notamment en receveur 3 quelqu'un comme Cedric Wilson, dont les stats restent certes modestes pour le moment, mais qui marque quand même 3 fois la saison passée, et qui, à mon avis, si on lui donne du volume de jeu, peut devenir un très bon numéro 2 et un vrai appui dans le jeu aérien. Donc, corps de receveur d'élite, oui. Numéro 1 de la ligue, pas sûr. On verra. Voilà. Wilson, coupé, hein, je pense, cette année. Là, il a été coupé. Je ne sais plus où il a atterri, mais en tout cas, c'est pas bien grave. Mais même derrière, tu as des gars genre Crackraft, c'est un gars qui est super, qui est petit, qui est super sous-estimé. Tu as le jeune Ezukamba. En tout cas, il y a vraiment du bon monde. Puis ils ont drafté 2 gars encore cette année. Il y a de quoi faire. Puis, comme tu disais, un peu à l'image de Mixon, tu as aussi le running back Davana Chain qui est quand même super. Et cette année, ils sont allés drafter Jalen Wright. Donc, c'est sûr qu'il n'y a pas de problème. Mais c'est les résultats qui parlent. Là. Je veux dire, c'est bien beau avoir les meilleures stats. Bien sûr. Si c'est pour pas aller en playoff puis pas gagner au bout. Oh, les amis, je veux pas dire, mais ça fait quand même au moins 5 minutes qu'on parle du corps de receveur, et je n'ai pas entendu le nom de quelqu'un. Il manque quelqu'un là dans l'équation. Rémi, Odell Beckham Jr., on en pense quoi? Ah, moi, je trouve que c'est une super acquisition. J'ai été très content. Déjà, premier truc, moi, des gars qui ont gagné le trophée, ça n'a pas de valeur. Tu sais comment te rendre au bout, tu sais ce que ça prend dans les playoffs, tu l'as vu. Il y en a qui vont me dire oui, mais au Super Bowl qu'il a gagné avec les Rams, il n'a pas joué. En fait, il a marqué le premier touché, puis après, il s'est pété le genou. Oui, voilà, il s'est Reste pété au que, Super Bowl. exactement, mais reste qu'il a été dans le processus d'une Mhm. équipe gagnante pendant les playoffs et qu'il est là avec des joueurs jeunes. Je sais, il a une réputation de diva, blablabla, blablabla. C'est drôle parce que Pas qu'il les emmène sur un bateau, c'est tout, à part ça, ça va. bah, il y a l'histoire du bateau des Giants, mais après, regarde le mec. C'est pas. Si tu me dis, si tu me demandes si c'est Beckham Junior d'il y a 5 ans, non. Non, bah non, Mais regarde, au contrat qu'il a signé, son vrai contrat, c'est 3 millions par année. Le reste, c'est que des bonus. Franchement, Ah, mais tu peux pas cracher là-dessus, quoi. Ah non, mais on est totalement d'accord. Et d'ailleurs, quand il avait signé, on en avait parlé en disant que il pouvait apporter non seulement sur le terrain, mais aussi en dehors. Et ça, c'est une valeur qu'on trouve pas forcément partout et qui se quantifie pas forcément dans les contrats non plus. Mais ça peut faire un receveur d'appoint, même en cas de blessure, hein. Tu vas avoir un receveur 2, un receveur 3 qui va se blesser. Bah, tu sais que tu peux compter sur lui, tu sais ce que tu as, quoi. Odell Beckham Jr., même Absolument. si c'est plus le même que chez les Giants, etc., etc., ça reste quand même Odell Beckham Jr.
Et c'est pas vilain à prendre, hein, Seb. Absolument. L'erreur qui sera faite, mais personne ne l'a commise déjà ici et non plus dans les échos de la presse, ce serait de s'imaginer qu'il arrive à Miami pour être receveur 1. Et je pense que Odell Beckham Jr. lui-même connaît maintenant ses limites dans ce domaine. Non, en revanche, en receveur 3, effectivement, il va apporter son expérience, il va apporter son vécu NFL, et c'est une très bonne acquisition pour ce club. Ça peut peut-être même en termes de mental donner un petit coup de boost, aider le club mentalement à step up, à passer une étape dont il aurait besoin. Je ne serais pas surpris de le voir être utilisé, parce que l'an passé, ils ont essayé de le faire, mais le receveur en particulier s'est blessé, de le voir être utilisé à la manière d'un Deebo Samuel avec les 49ers. Il a le physique pour faire ça. Sur les petits jeux en arrière où il est quasiment comme un running back. Ouais, alors, je précise qu'on n'a pas dit à Rémi avant, hein, il ne le sait pas, là il se dit mais de quoi il va me parler, il ne le sait pas, mais Seb est fan des 49ers, parce que depuis tout à l'heure, il nous a vanté Brock Purdy, maintenant Deebo Samuel, il ne l'a pas fait à dessein pour flatter Seb, non, pas du tout, il ne le savait pas. Mais qui continue, hein. J'ai pas de problème avec ça. Attends, je parle des 49ers parce que McDaniel est issu du même système, en fait, tout simplement. Oui. Et il y a beaucoup de similitudes, même s'il y a des grosses différences encore, il y a quand même beaucoup de similitudes dans les deux attaques. Bah, la différence principale, c'est que les 49ers vont au Super Bowl. Alors, on continue. Le physique. Pas moi. Pas moi. L'attaque gratuite, elle est méchante, celle-là. Je suis navré auprès de tous les fans des Dolphins. C'est une petite pique rigolote, rien de plus. Avant qu'on parle du Super Bowl, justement, parce que ça fait partie du programme, mais j'aurais dû garder cette méchanceté pour plus tard. Pour plus tard. Avant de parler de ça, parlons un peu de la défense aussi. Est-ce que tu es content, toi, Rémi, de la off-season, des apports qui ont été faits en défense dans le roster de Miami? Alors, l'an passé, on avait une bonne défense, mais très peu de profondeur. Ça, c'est un problème qu'on avait quasiment à toutes les positions, sauf la D-line, où il y avait quand même, on était bien étoffé, dans le sens où là, on avait Wilkins qui est parti aux Raiders parce qu'on n'a pas prolongé son contrat. Là, cette année, on a un peu le problème inverse, c'est-à-dire qu'on a plus de profondeur, un groupe, je pense, qui est un peu moins bon que l'an passé sur les top players. On a vraiment eu une bonne signature avec le linebacker des Seahawks, son nom m'échappe. Jordan Brooks. Merci. Brooks qui est venu, en fait, qui a quasiment un échange avec Jerome Baker. Jerome Baker qui était aux Dolphins depuis qu'il a été drafté, là, qui lui a signé aux Seahawks, puis Brooks aux Dolphins. Je trouve que c'est vraiment un plus. L'an passé, là, avec David Long des Titans, ça a vraiment bien fait aussi. Tu as un groupe qui est bon. Pour moi, la D-line, c'est un gros mystère parce que Wilkins est parti. OK, on a Sealer qui a un contrat magique parce que finalement, le mec, il produit 100 fois plus que son contrat veut. Par contre, en termes de les noms, tu regardes derrière, il n'y a personne. Donc, et le problème aussi, c'est qu'on a un nouveau coordinateur défensif, donc Anthony Weaver, qui arrive des Ravens. Ça sera le 3e coordinateur défensif en 3 ans de Mike McDaniel. Donc, avant, avec Flores, on avait un coordinateur offensif par année. Maintenant, avec McDaniel, c'est un coordinateur défensif. Il y a peut-être des questions à se poser là-dessus. Mais bref. Puis, moi, je dis toujours, puis ceux qui sont dans la communauté des Dolphins savent ce que je vais dire. Rookie coaches make rookie mistakes. C'est-à-dire qu'un rookie, c'est un rookie quand tu es entraîneur ou quand tu es joueur. Et le problème du nouveau coordinateur défensif, c'est je veux bien que Weaver, il vient d'un système qui est éprouvé, les Ravens, très physique, qu'il a la connaissance, qu'il était en haute estime de Harbaugh. Mais quand tu colles des jeux dans la NFL pour la première fois, là, c'est une autre histoire. Donc, c'est sûr qu'il va nous coûter 2-3 matchs sur des erreurs. Puis, c'est comme ça qu'on apprend. Mais ça fait partie du processus, en fait. Peut-être qu'il fera très bien sa job. Mais si tu me dis, est-ce qu'il va faire mieux que Fangio? Fangio a réussi avec une équipe qui manquait de profondeur à amener cette défensive-là, même si les joueurs apparemment le détestaient, quand même dans le top 15. Est-ce qu'aujourd'hui, la défensive des Dolphins va être top 15 en 2024? Moi, j'ai de gros doutes. D'accord. Seb, ses apports défensifs pendant l'intersaison? Alors, il y a eu deux types d'apports. Il y a eu la free agency, bien sûr, et il y a eu la draft. Et sur la free agency, ce qui m'a frappé, c'est qu'ils sont quand même... Enfin, ils ont fait venir du monde sur toutes les lignes. La ligne, les secondaires et le backfield défensif. Donc, il y a l'arrivée de Jordan Brooks, comme l'a signalé Rémi, qui est très intéressante. Il y a celle de Shaq Barrett également, qui vient de Tampa Bay, avec ses 2 Pro Bowl sous la ceinture. Et puis, il y a une arrivée que je trouve
assez intéressante en termes d'expérience, c'est celle de Jordan Poyer de Buffalo, qui est un safety qui connaît la division. Qui connaît la division, 12e saison. Seul joueur actif avec le safety de Minnesota, Harrison Smith, a comptabilisé 500 plaquages, plus de 20 interceptions et plus de 10 sacs en carrière. Peut-être qu'à l'image d'un Odell Beckham Jr. en attaque, il est là pour amener une sorte d'expérience. Et puis, il y a eu également la draft, où il y a quand même trois choix qui sont sur la défense, dont deux defensive ends, enfin 2 edge, Chop Robinson au premier tour qui vient de Penn State et Mohamed Kamara au 5e tour qui vient de Colorado State. Le point intéressant avec Chop Robinson, c'est qu'on voit un gros potentiel d'après les observateurs, et chez Mohamed Kamara, c'est sa vitesse, hein, c'est un 4,57 au 40 yards, donc on peut aussi se demander si la vitesse va pas aussi devenir le maître mot dans cette défense des Dolphins, au même titre qu'en attaque. Après, effectivement, comme Rémi l'a souligné, il y a ce changement de régime sur le poste de coordinateur défensif. La question reste toujours la même dans ces circonstances. Est-ce que la sauce va prendre ? Il n'y a pas Sauce Gardner. Oh, joli. Oh. Ouais. Qui est dans la division. Qui est dans la division. Lui aussi. Mais faut pas oublier quand même qu'on a nos 2 edge, Chubb et puis Phillips, qui reviennent de grosses blessures. Hein. Oui. Chubb, on est à son 3e ACL. Et Phillips, c'est tendon d'Achille, donc ça c'est plus difficile, surtout pour les pass rushers. Puis peut-être tu parlais de Kamara, moi je serais même pas surpris, Kamara et Robinson, là, qu'on les voit pas mal en début de saison, le temps que ces gars-là reviennent. Mais tu sais, quand tu as 2 recrues, ça va être Robinson, Kamara, puis Barrett. Je veux dire, il n'y a pas d'autre choix. C'est quand même 2 recrues sur les 3 partants edge pour commencer la saison. C'est léger, quoi. Ça peut être compliqué. En effet. Juste une petite question pendant qu'on parle de la défense. J'ai envie d'avoir l'avis de Rémi parce que pour une fois qu'on tient un fan des Dolphins avec nous, j'ai pas envie de le laisser filer avant de parler de cette question. Ensuite, on abordera le Super Bowl, mais j'ai envie de remémorer un très bon moment de la saison 2023, mon cher Seb. Rappelle-toi du Black Friday Game. Tu te rappelles de ce Fail Mary ? Tu te rappelles de ce Fail Mary ? Mais tout le monde se souvient de ça, c'est le jeu de l'année. Rappelons-nous que c'était contre les Dolphins de Miami, ce magnifique lancer de notre ami Tim Boyle qui a atterri dans les mains de Javon Holland. Comment tu l'as vécu, toi, Rémi, cette action fantastique de la saison 2023 ? Tu vas voir que je suis critique avec mon équipe. je suis tough, je suis difficile avec les Dolphins, parce que j'aimerais vraiment qu'on gagne. Tu sais, bon, c'est terrible comme action. Là, je veux dire, c'est pas digne de la NFL. On n'a pas compris pourquoi il l'a fait. C'était incroyable. Mais tu sais, c'est un peu cette action-là est un peu moi ce que je reproche à Javon Holland. Holland est un mec avec un potentiel formidable. En plus, il est canadien, donc moi je suis assez content, quoi. C'est un gars de chez nous. Mais le gars, il est tellement opportuniste que ses stats cachent son vrai niveau. Et là, tu es arrivé, parce qu'on reste des fans, donc là, interception de Hollande là-dessus. Puis, tout le monde était là, ouais, super interception et tout. Eh non, mais vous vous rendez compte que même moi, je l'aurais faite, quoi. Ça n'a pas de sens. Donc, voilà. Mais, oui, c'était bien, mais qu'est-ce que tu veux que je te dise nous, ça fait plaisir. Mais... Nous, c'était plus sur le lancer de Tim Boyle que sur l'interception de Hollande. Effectivement, vu le pétron qu'il envoie, oui, Rémi a raison, n'importe qui l'attraper, parce que c'était une passe qui était ni faite ni à faire, et puis surtout, enfin, en fait, plus qui arrivait après, je crois que les Jets se sont... Il y avait un momentum pour les Jets qui commençait à poindre. Hein, ils avaient fait 2 stops, ils avaient 2 stops consécutifs, si je me souviens bien. Sur Miami, ils avaient fait 2 stops. Ils venaient de marquer un TD. Et marquer un TD. Et puis, à une poignée de secondes de la fin de la mi-temps... Ah bah oui, même avec temps expiré, hein, à la dernière seconde. Appuie momentum, voilà. Appuie momentum. Pourquoi tu as pris cette décision-là ? On ne le saura probablement jamais. L'appel de jeu est très mauvais aussi. Ah oui. Peut-être qu'un jour... Tout est mauvais de toute façon. Peut-être qu'un jour, on convoquera Tim Boyle dans notre podcast pour lui demander ce qui s'est passé ce jour-là, parce qu'il faut qu'on ait des réponses, c'est pas possible. Alors,
Parlons encore pendant 5 minutes des Dolphins pour parler du Super Bowl, parce que on en a parlé pas mal. Les Dolphins, j'ai l'impression que depuis, allez, on va dire 2 ou 3 ans, c'est un peu toujours pareil. En début de saison, ça fait partie de ces éternels prétendants. Ça fait partie des équipes où on se dit, ah, si tout clique bien, bon, c'est pas mal. Ça fait partie des, on va dire, des outsiders dans une AFC qui est quand même extrêmement forte. Hein. Tu prends les Chiefs, tu prends les Bengals, tu prends ce qui tu veux, les Ravens, tu prends, voilà, je ne vois même pas tous ces cités, les Texans maintenant. Bref, il y a de quoi faire. Hein, Les en Browns, AFC. en tout cas. Ah ouais, les Browns. Les Browns. Il y a pléthore d'équipes qu'on pourrait citer, les Bills il y a quelques années aussi, même si cette année ça risque d'être un peu plus compliqué. Et on a toujours les Dolphins qui, depuis quelques mois, font partie de cette discussion. Ça fait partie des prétendants. Alors, qu'est-ce qui bloque, Rémi? Pourquoi est-ce qu'ils peuvent pas... Est-ce que tu les vois aller au Super Bowl, toi, l'an prochain? Alors, Attention. pas du tout. Pas du tout. Je les vois même pas aller Et en je pense playoff. que vous n'êtes pas surpris. Ben, en fait, cette année, c'est à voir pour les playoffs parce que ça va être très compliqué dans la division. Les Jets, si Rodgers reste en santé, mais bon, quand tu joues Plus de sur le 4 terrain, jeux. le problème, c'est que quand tu joues au MetLife, c'est compliqué avec Ah, quand t'as le un terrain. tendon d'Achille en vrac, oui, c'est pas Voilà. gagné. Oui, c'est vrai. On verra. Moi, je suis assez surpris de la manière qu'il est revenu. Bon, il a eu une opération un peu spéciale où ils ont un peu tout ressoudé ensemble qui se fait. Hein, c'est pas le premier QB à vivre ça, etc. Donc, ça peut se faire. Mais bref, si Rodgers est là, les Jets vont être solides, très solides. Et d'autant plus que leur entraîneur, je pense, qu'il joue sa peau. Donc, s'il ne performe pas cette année, il va sûrement le prendre dehors. Donc, lui, il prendra tous les risques. Ce que je veux dire par là, autant dans le mode de gestion que dans les décisions de match, il n'aura pas peur, quoi, tu vois. Donc, parce qu'il joue sa place. Mais bref, moi, il y a beaucoup de monde qui met les Dolphins dans les possibles vainqueurs du Super Bowl dans les dernières années. Il y a beaucoup de monde dans la communauté de Miami qui va te dire, je ne sais pas pourquoi les médias les mettent là, parce que même les fans te disent, on n'a pas l'équipe pour gagner le Super Bowl. Il y a une tranche de fans qui te dit ça, puis il y a une autre partie des fans, quand on leur dit ça, ils vont te dire, ouais, non, il faut y croire, etc. etc. Moi, t'as beau me dire believe, believe, là, moi je suis assez pragmatique comme gars. Là, tu me montres l'effectif. Aujourd'hui, tu me dis, est-ce que les Dolphins peuvent aller au Super Bowl? Excuse-moi, quand on va aller jouer à Kansas City ou je sais pas où, non, Minnesota, c'est vrai, le stade découvert maintenant, mais aux Bills ou peu importe, avec notre équipe de ballerines super rapides, là, c'est bien beau, mais c'est ce que ça te prend, c'est des yards au sol, puis que tu avances avec le ballon, puis des O-line qui t'éclatent. Là. Pas un système genre qui est beau, qui va marcher en début de saison, puis qui est bien. Dolphins, ça fait Floride en fait. C'est les surfeurs là. Quand il fait beau, puis que tout est bien, ça pète de partout, c'est le feu d'artifice. Mais excuse-moi, et là où on va revenir aux 49ers, la comparaison justement, elle s'arrête là avec les 49ers, c'est que les 49ers, tu regardes leur ligne offensive, puis tu regardes leur running back, puis tu regardes leurs joueurs, ils ont un physique qui est une autre dimension par rapport à ça à Miami. Et le football est un sport physique. À la fin, tu gagnes parce que tu es le plus fort. Surtout dans les matchs de playoff. Et même chose pour la D-line. Aujourd'hui, j'en ai parlé un peu au début, tu montes la D-line des Dolphins. Est-ce que tu me demandes si ces gars-là sont capables d'arrêter genre un porteur de ballon élite ou une O-line élite? Bah non. Donc, à la fin, ça va être bien. On va avoir un beau début de saison. Ça va être génial. Si vous regardez les 5 derniers matchs du calendrier des Dolphins pour 2024, la réponse, elle est là. Ça va être très, très, très compliqué. Donc, les 5 derniers matchs vont vous donner la réponse. Avant ça, ça vaut rien notre saison. Avant les 5 derniers matchs. Et tu sais que c'est exactement la remarque que je me suis fait parce que j'ai rempli pour l'article de The Free Agent le calendrier de toutes les équipes les unes après les autres. Et dès que j'ai tapé les Dolphins, je me suis dit, oh mon Dieu, la fin de saison va être épicée. Les 5 ou les 6, là, mais il y a vraiment la fin de saison est vraiment compliquée. Il y a une série qui est plutôt pas mal. Seb, pourquoi les Dolphins n'iront pas au Super Bowl? Je sais que tu as une théorie. Ah oui, j'ai une théorie là-dessus. Un jour, il va falloir battre les bonnes équipes. Parce que quand c'est vrai qu'il y a peu de défaites la saison dernière, mais il y a que 6 défaites, mais il y a Buffalo 2 fois, Philadelphie, Kansas City,
Baltimore. Et bon, alors Tennessee, un intrus s'est glissé dans cette liste. Je vous laisse deviner lequel. Mais tant que ce club n'arrivera pas à battre les grosses équipes, c'est même pas la peine de penser à une finale. Je vais aller plus loin, c'est même pas la peine de penser à passer un tour de play-off. L'illustration, c'est la fin de saison dernière, où ils se font étrier par Baltimore en avant-dernière journée, puis battre par Buffalo en dernière journée. Ils perdent la tête de la poule sur ce match-là, et le résultat, c'est quoi? C'est que ça tire Kansas City en wildcard à Kansas City. Et le résultat, ça a quand même rigolé très moyen également. Tant que ce club restera fort avec les faibles et faible avec les forts, il ne sortira pas de l'espèce de... Alors, je vais dire, non, ventre mou, c'est un petit peu trop dur, parce que ventre mou, ça veut dire que il n'y a pas vraiment de perf, ou il n'y a pas de... Mais ça pourra pas aller plus loin qu'un tour de play-off et avec une victoire hypothétique. La stratégie du faux espoir, Seb. C'est-à-dire que ça te permet de croire. Et moi, c'est comme ça que j'appelle ça. Mais c'est génial parce que, en fait, d'un point de vue marketing pour l'équipe, c'est super. C'est-à-dire que les fans ont l'impression d'avoir une équipe gagnante. Donc, tu vends des maillots, le stade est plein, etc. Ce qui n'était pas le cas. Hein. C'est-à-dire que les tickets de saison sont sold out depuis 3 ans à Miami. C'était la première fois depuis 20 ans. Donc, excuse-moi, d'un point de vue, la franchise a fait exactement ce qu'il faut, en fait. Et elle joue assez bien pour donner l'impression qu'il y a quelque chose de possible, mais pas assez bien pour battre les bonnes équipes. Et je vais rebondir un truc, je ne sais pas si c'est difficile parce que vous suivez peut-être pas l'équipe au quotidien, mais quand on a perdu, ouais, c'est pas évident, c'est ça. Mais quand on a perdu contre Kansas City en Allemagne, d'ailleurs, désolé pour le fan club français qui était là-bas, c'était 17 ou 21-0 à la mi-temps. Puis finalement, il y a eu un retour, il y a eu une mauvaise décision, en fait, quelques mauvaises décisions du coach qu'on fait qu'on n'a pas été dans la fin de match, un drop aussi de Hill, entre autres, dans la zone début, mais bref. On a beaucoup parlé de Tua, etc., mais McDaniel, là, il est un peu comme son QB en termes de charisme et que tu as l'impression que le mec est capable d'avoir le sang-froid dans les moments clés. Je suis désolé, mais moi, en 3 ans, là, on en a vu des moments où tu te dis, mais pourquoi il prend cette décision? Alors après, bon, on est dans notre canapé, c'est facile. Hein. J'ai collé des jeux, j'ai été coordinateur défensif. Quand tu es sur le bord du terrain puis que tu as 10 secondes pour prendre la décision, c'est autre chose. Mais voilà, c'est incroyable les erreurs qu'il a fait à ce niveau-là, tu vois, qui nous a coûté des matchs. Et entre autres, on a battu les Cowboys l'an passé, qui a été la seule équipe potable que les Dolphins ont gagné. Et c'est la défense qui a fait gagner ce match-là. C'est-à-dire que la dernière drive, c'est la défense qui l'a réussi parce que tu as un coach qui a 30 ans d'expérience, puis tu n'as pas McDaniel qui est toujours, à un moment donné, à vouloir sortir le beau jeu qui flash. À un moment donné, là, quand c'est 2e et 1, là, court dans le centre, puis court 3 fois, ça va marcher. Là. Arrête de sortir des jeux de fou. Moi, ça m'irrite, là, vous devez le sentir tellement. Là. Enfonce-les, faire le show. Enfonce-les, sors le buffle, vas-y. Je les enfonce pas, je suis juste réaliste. Non, je parlais d'enfoncer l'équipe en 2e et 1. Bah, c'est ça. Essaye au moins 2 fois, t'as encore un jeu après. Mais c'est tout à fait ça. En tout cas, voilà. Bon, il n'y a pas un optimisme fou pour le Super Bowl, mais on ne sait jamais. Hein, c'est toujours possible. En plus, c'est à la Nouvelle-Orléans cette année. C'est bien. Ce ne sera pas trop loin non plus. C'est un dôme, c'est bien pour nous. Voilà, c'est ça. Alors, pas de problème de froid. Pas de problème de froid. Non, parce que ça, c'est quelque chose qui est beaucoup revenu. Le fameux match de Kansas City, on nous a beaucoup rétorqué quand on a dit, on est resté factuel, on a dit qu'ils avaient perdu, ce qui est vrai sur les faits. Il y a des gens de la fanbase des Dolphins qui nous ont dit, oui, mais les conditions météo étaient difficiles. Ah, certes, mais tu le sais quand tu vas jouer à Kansas City au mois de Mais il faisait pas froid pour les Chiefs. Les Chiefs, les Chiefs, ils sont réchauffés par Taylor Swift. Donc, non, mais ce match n'aurait jamais dû avoir lieu dans les conditions qui ont eu lieu pour les deux équipes d'ailleurs. Non, mais ça, c'est de Miami. Là, c'était vraiment n'importe quoi, autant pour les fans que les joueurs sur le terrain, c'était vraiment n'importe quoi. Mais vous avez raison. Quand on dit on ne peut pas gagner avec grosses équipes, c'est dans la difficulté, météo ou adversaire. Bah voilà, on n'est pas là. Et est-ce que cette année, il y a des motifs d'espoir pour que ça change? Moi, je vois pas pourquoi. Je vois pas le facteur qui pourrait faire que cette équipe a évolué. On est encore plus allé par les choix de draft, par exemple les 2 petits receveurs qu'on a pris ou les signatures,
vers le même système de vitesse et de finesse. Mm. Donc à un moment donné, oui, vitesse-finesse, ça marche, mais en playoff, c'est pas avec ça que tu gagnes. Alors juste avant, on va juste parler ensuite très rapidement de l'actu NFL en dernière partie du podcast, mais juste avant, j'aimerais Rémi que tu nous présentes un petit peu la fine équipe en quelques secondes, ce que vous faites, ce que vous dites, enfin tout quoi. Qui est la fine équipe? Alors, la fine équipe, actuellement, il y a plusieurs mondes dans la fine équipe, mais on n'est jamais la même équipe, en fait, exactement. Donc, je citerai personne C'est en les fines particulier. équipes. Moi, j'en fais partie. Ouais, en fait, on est plusieurs dedans, mais ça vient, ça va, il y a du monde qui passe, etc. Donc, communauté des Dolphins. Et d'ailleurs, on est toujours ouvert à du nouveau monde. Hein, pour ceux que ça intéresse, vous nous écrivez, vous voyez ce qu'il peut apporter. Le principe qu'on a, c'est tu as un projet relié au foot. On parle même pas des Dolphins. Tu nous le donnes. Tu nous l'exposes, et si tu as envie de le faire, nous, on te donne les moyens. Je m'explique dans ce que je veux dire par là. On a Dan qui a rejoint la fine équipe l'an passé. Au début, il est venu pour faire des lives un peu, etc. Puis lui, il s'est mis en mode j'interroge du monde du football. Donc, il a commencé par du monde autour des Dolphins, etc. Puis là, il a trouvé un agent, puis après des préparateurs physiques, puis des journalistes, etc. etc. Donc, pas forcément relié à Miami. Donc, on essaye de s'élargir un peu parce qu'à un moment donné, c'est beau les Dolphins, mais là, nous, on aime le foot avant d'aimer les Dolphins. Il faut le dire. Là, en tout cas, pour ma part, là, je suis plus un tripeux de foot que de Dolphins. Donc, on fait ça. Mais on a un programme régulier pendant la saison. Tous les jours où l'équipe joue à 13h ici, donc 19h en France, une heure avant, on fait un live pour présenter le match, puis pour avoir les dernières questions de la communauté. On fait aussi, en fait, c'est moi qui le fais, tous les mardis, si je me souviens bien, en tout cas, pendant la semaine qui suit, on fait une analyse du match. Donc, en fait, je prends par exemple une drive, puis je la décortique sur des choses qui ont bien été, pas bien été, etc. etc. Donc, on publie ça. Et on essaye, c'est ça mardi, donc l'analyse, puis le jeudi, d'avoir une rencontre ou une entrevue ou quelque chose qui est relié à ce qu'on a vu. Donc, ça, pendant la saison, c'est notre programme. Off-season, on est un peu comme tout le monde. On envoie des trucs quand on a du temps parce que, voilà. Hein. Moi, je vis au Québec. L'hiver, c'est un peu long. Donc, l'été, on essaye d'en profiter. Voilà. Donc, c'est ça. Donc, on est beaucoup sur les Dolphins, mais depuis cette année, on a essayé de se diversifier un peu parce que la volonté, moi, en fait, qu'il y ait du foot en français, je trouve ça formidable parce que je vis dans un environnement où on aime beaucoup le football au Québec. Je pense qu'au Canada, c'est la province où c'est un sport qui est majeur. Et c'est génial de le vivre en français, en fait, que finalement, dans ta langue maternelle, tu as des joueurs qui parlent français, tu es capable de leur parler, les journalistes parlent en français. Tu sais, nous, on a les gens, on peut regarder les matchs de NFL commentés en français à une heure raisonnable par des mecs qui ont joué à un niveau, c'est ce qui n'est pas facile en France, mais ce qui est génial avec ce qui se passe actuellement avec l'European Football League puis le développement, je pense qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer en France et c'est très cool de voir ça. Et on essaye aussi, en dehors des Dolphins, d'être présent pour un peu comme vous, en fait, que la sauce à monte et que le sport qu'on aime, voilà, il est de l'exposition et qu'on espère que demain, s'il y a 100 joueurs de foot en plus en France, tant mieux. Ou même juste 100 personnes qui s'intéressent, quoi. On souscrit totalement, je crois, Seb, à ce discours. Complètement. Souscrit en tout. Et on rajoute notre patte dessus, puisque tu as parlé de l'ELF, j'en profite pour rappeler qu'il y a un podcast tous les mardis sur TF1 qui débriefe les matchs des Paris Musketeers, comme on dit en anglais, ou des mousquetaires de Paris, comme vous voulez, avec souvent des invités, des joueurs des mousquetaires qui viendront nous rejoindre régulièrement pendant la saison. Je rappelle aussi que donc, si on veut vous suivre, c'est @lafineéquipe, LAPHINEQUIPE, voilà. Ouais. On est sur Twitter, sur Facebook. C'est On a le mieux que vous pouvez nous aider là, c'est de souscrire à la chaîne YouTube, la voilà. Fine Équipe. C'est là où on fait le plus gros du travail. Alors, allez souscrire à la chaîne YouTube. Je vais le faire d'ailleurs en quittant ce podcast. Et n'hésitez pas, tant que vous y êtes, à rejoindre celle de TF1 aussi, puisqu'il y a une chaîne YouTube de The Free Agent pour ceux qui ne l'ont pas fait également. Alors, mon cher Seb et Rémi, tu peux rester avec nous. Hein. On va juste parler rapidement des contrats qui ont été signés pendant ces quelques derniers jours, ces 6 derniers jours, avec mon cher Nelson, Justin Jefferson, qui... oui.
Et voilà. Alors, pour expliquer, Rémi, on avait j'ai compris. on avait une petite blague sur Justin Jefferson qui ne signait pas son contrat, donc toutes les semaines, on faisait un décompte Ok. de quand est-ce qu'il va signer son contrat. Ça y est, libéré, délivré, j'aurais presque envie de dire. Et oui, ça y est, enfin. Alors je me demande qui tenait qui en otage quand même. Hein. Sur ce coup-là, on va être raisonnable. Mais la situation est dénouée. Et puis elle est quand même bien dénouée. Hein. Oui, c'est vrai. 140 millions dont 110 garantis jusqu'en 2028. Le joueur non quarterback le mieux payé de l'histoire. Écoute, c'est ce qu'on appelle mettre la daronne à l'abri, mon cher Flav, to put the mama in the house, comme on dit aux United States of America. La question que je me pose, alors on va rappeler quand même, Justin Jefferson, si ma mémoire est bonne, il avait mis deux conditions à sa signature. Oui, Un, c'est ce que j'allais casser la dire. banque. Voilà. Un, casser la banque. Donc là, la case est Super. cochée. Deux, les garanties au poste de quarterback. Et là, je voudrais pas être mauvaise langue, mais je me demande ce que les Vikings lui ont promis ou ce qu'ils ont vu. Après tout, on sait pas. Non, On sait mais pas. après, Peut-être que- non, mais est-ce qu'il faut pas être plus terre à terre et se dire que tout le monde a un prix, même tes plus fortes convictions? Oh, tu crois qu'il aurait fait ça uniquement pour l'argent? Écoute, tu dis, j'ai deux conditions, c'est qu'on me propose parce qu'il l'a dit très clairement, ça, il s'en est pas caché. Je veux être le joueur le mieux payé hors QB de la ligue. Bon, ça c'est fait. Et je veux des garanties au poste de quarterback. Comprenez, garder Kirk Cousins. Le résultat, c'est qu'ils ont viré Cousins pour aller chercher JJ McCarthy, qui est un très bon quarterback, j'ai aucun doute là-dessus. Mais c'est pas ce que j'appelle des garanties au poste de quarterback. Tu vois. Donc, moi, j'en viens à la conclusion que, comme chaque personne, à un moment, toute conviction a un prix. Et on a atteint le prix de Justin Jefferson, 140 millions. Après, on verra la saison prochaine si en attaque ça tourne en eau de boudin, si Justin il est chonchon sur la touche comme on a pu voir la saison dernière. Ouais, ça c'est clair. Rémi, un avis sur Il y a Justin? un potentiel quoi. Bah, moi, je trouve que c'est mérité. Hein. T'as un bon alors contrat ça, pour oui. lui. Ah oui, ça, on Oui, est alors, d'accord. oui, Hein. En termes de 100%, vous avez absolument raison sur la situation de QB. Hein. Tout s'achète et moi, à 110 millions, il n'y a pas de problème. Hein. C'est ça, je veux bien J'y jouer vais. avec. Mais je pense pas qu'ils me donneront 110 millions, mais je serais bien surpris. C'est peut-être parce que t'as pas un bon agent. Essaye celui de Kirk Cousins. Ouais, c'est vrai, non, Il il est est pas bon, mal, celui-là. ou Bradford dans le temps. Tout à Mais ce qui est fou, moi, j'ai jamais compris le move de Cousins pour les Vikings. Je comprends pas qu'ils s'en soient débarrassés comme ça. Puis McCarthy, certes, il y a du potentiel, mais j'ai mis des gros doutes moi, sur le potentiel de ce gars-là. Voilà. C'est pas. Les Vikings ont un projet quand même un peu spécial. Tu Et en vois fait, pas trop où ça va là actuellement. j'ai l'impression que on aura sûrement l'occasion d'en reparler quand les infos tomberont là-dessus. Mais j'ai l'impression que le cas Cousins, il n'y a rien qui va dedans. Hein. Je veux pas dire, mais plus ça va, moins ça va. Entre les Vikings qui l'envoient à Atlanta, quand il arrive chez Atlanta. En conférence de presse qui te sort que oui, en fait, on l'a contacté il y a 2 semaines alors qu'il n'avait pas le droit d'être contacté la semaine d'avant. Du coup, ils se prennent une enquête pour tampering. Tu vois, de l'aveu même du mec qui vient d'arriver, quoi. Tu vois, c'est quand même lunaire. Tu vois, ça doit être quasi unique. En plus, on lui a dit, tu pars de Minnesota. Enfin, il est parti, soi-disant, parce qu'il savait qu'ils allaient drafter un QB. Finalement, Atlanta va te choisir un QB en choix numéro 8. Il n'y a rien qui va dans cette affaire. C'est vraiment, c'est n'importe quoi. L'affaire Cousins de cette intersaison, on pourrait faire des feuilletons avec. Mais les Vikes sont allés chercher un joueur formidable qui est Andrew Van Ginkel, là, qui était à Miami l'an passé, qui est venu aux Vikings parce qu'il est originaire en fait de la région. Et pour les fans des Vikings, dont qui est mon meilleur ami en est un, franchement, juste ce gars-là, ça vaut la peine. C'est le gars qui joue à 200% à tous les jeux. Ça, c'est une signature formidable. Et ben voilà. Au moins une bonne recrue chez les Vikings pour cette saison. Et je pense que les Vikings sont plutôt contents de la re-signature de Justin Jefferson. On va pas se le cacher. En parlant de personnes contentes, Seb, Christian McCaffrey. C'est surtout Christian qui est content. Hein tu dois pas être malheureux non plus. On va pas faire le mec malheureux. Non, là, effectivement, très, très heureux. Il prolonge pour
pour 2 ans, 38 millions annuels. Le running back le mieux payé de la ligue. Là aussi, je pense que c'est amplement mérité au vu de ses performances la saison dernière. Pour rappel, 1459 yards et 14 touchdowns au sol. Et on rajoute 564 yards et 7 touchdowns par les airs. Alors, c'est quand même un deuxième record pour lui sur ce plan, parce qu'en 2020, il avait signé une extension avec Carolina pour 64 millions. Extension dont la totalité avait été reprise par les Niners lors de son transfert en 2022. Moi, je suis très heureux qu'on soit assuré de l'avoir encore pour 2 saisons, ce joueur, quand on voit comment il a transformé la capacité offensive de San Francisco dès son arrivée. Et tiens, d'ailleurs, sais-tu qui est le deuxième running back le mieux payé de la ligue, Flav? Alors, j'avais fait un top 5, mais il date de l'an dernier. Alors, il devait y avoir Derrick Henry à l'époque. Il devait y avoir, c'est pas Saquon. Non. Alors, attends, je vais aller sur qui? Pense plus près. Plus près de quoi? De San Francisco ou de nous? Non, de toi. De moi, Alvin? Ouais. Ah, tu vois, je pensais qu'il était 4. Tiens. J'ai vu ça, j'étais un petit peu. C'est au talent. Enfin. Mais oui, c'est au talent. Real recognize real. Voilà. Ah ouais, non, mais sincèrement, si t'enlèves Alvin Kamara de l'attaque des Saints, t'as plus qu'à enlever Tyson Hill avec, il n'y a plus rien. Voilà, c'est une prolongation que je trouve logique, qui est de toute façon la continuité du projet du club, qui est de gagner le Super Bowl. Ça passe près là aussi, mais c'est pas encore ça. C'est un petit peu frustrant. Je le cache alors, pas. on a eu beaucoup la réaction, nous, dès qu'on a publié cette info, la réaction de c'est pas beaucoup. 19 millions l'année. Alors qu'on s'entend, on parle au niveau des salaires de joueurs de foot US. Évidemment que 19 millions, on sait que c'est une somme énorme. Bon, Seb a émargé un peu plus pour sa prolongation à TFA, mais on sait que c'est assez exceptionnel. Mais voilà, c'est vrai que quand tu compares, en fait, le problème c'est la comparaison. C'est-à-dire qu'on venait de voir la signature de Justin Jefferson, on venait de voir des signatures de quarterback. On parle des chiffres éventuellement pour Tua, pour Dak Prescott, enfin bref. Et là, tu te retrouves avec 19 millions pour un mec qui est quand même l'un des tout meilleurs joueurs offensifs, si ce n'est le meilleur joueur offensif de l'année dernière. Donc ça paraît peu, du coup. On oublie dans ces cas-là que le marché des joueurs de NFL, il est très segmenté. Il est segmenté par position. Et que, oui, depuis un certain nombre d'années, la valeur monétaire d'un running back n'est pas celle d'un receveur et encore moins d'un quarterback, qui a toujours, du moins depuis très longtemps, été le poste le mieux payé de la ligue. Et on sait que c'est à l'image du déclin de l'importance des running backs dans le jeu. Je sais pas, alors en plus je n'ai pas mes chiffres sous les yeux, mais je vais pas revenir sur le nombre de running backs à milliards de ces 3 ou 5 dernières saisons par rapport au nombre de running backs à milliards il y a 20 ans de cela, mais 20 ans même presque 30. Faut pas oublier que les années des running backs, ça a été les années 90 où tu trouvais un certain nombre de running backs à milliards ou pas très loin, et maintenant, un running back à 700 yards, c'est considéré comme une bonne saison parce qu'on tourne beaucoup plus avec des comités. Un running back à 1400, à 1700 yards de la saison, c'est devenu des exceptions. Donc, moi, c'est pas quelque chose qui m'étonne. C'est un gros chiffre pour un running back. Après, oui, toutes choses égales par ailleurs, à côté de la prolongation d'un Justin Jefferson, c'est pas la même chose. Mais un receveur n'a pas la même valeur qu'un running back. Et si vous trouvez que c'est pas beaucoup, n'hésitez pas à aller voir le salaire du meilleur long snapper de la NFL. ça vous donnera une indication sur les différences, les écarts salariales au sein de la NFL. Rémi, juste un petit mot sur McCaffrey. Excellente signature. Ouais. D'autant plus que ça libère pas mal de cap. J'ai vu ça pour les 49ers. Donc, win-win, en fait. Tout le monde gagne dans ce move-là. C'est très bon. Puis, c'est un joueur qui est formidable. Et je tiens à dire, je vous disais des fois que je me trompais. Quand il est rentré dans la ligue, je croyais pas du tout dans ce gars-là. Parce que je sais pas si vous vous souvenez, mais ça fait longtemps. Il n'était pas capable de bloquer ce gars-là. En pass blocking, il était vraiment dégueu.
Puis je disais tout le temps, tu peux pas jouer dans la NFL, tu sais, si t'es pas capable. Et il a tellement progressé comme quoi le coaching, puis la progression année après année. Puis c'est le meilleur, vous l'avez dit clairement. Non, ça, là-dessus. D'ailleurs, il y a notre top 10 running back qui doit sortir. Je sais pas ce qu'il fait, Charles, avec. Ça fait 2 semaines qu'il est prêt. Toi est dedans. Je vous préviens que si CMC est pas premier, je vais me fâcher. Je vais pas teaser, enfin, on va pas faire un teasing inutile. Si, CMC est premier. Mais est-ce qu'il y a Raheem Mostert? Ça, je ne sais plus. Je ne sais plus. Un autre joueur polarisant chez les Dolphins. Voilà. C'est très divisé dessus. Voilà. C'est toujours pareil. Est-ce que ça prend, tu vois, est-ce que tu prends les stats de l'année dernière? Bref, enfin, on va pas faire le débat, on va pas rouvrir le débat sur le top 10 running back maintenant. On réinvitera Rémi pour nous faire le débrief du top 10 running back de TF1. Il n'y a pas de souci. En tout cas, merci beaucoup Rémi de nous avoir accompagnés pendant ce podcast. C'était un vrai plaisir et tu reviens quand tu veux pendant la saison des merci, Dolphins ou pour parler football avec nous. Ça nous fait toujours plaisir. Tu peux venir quand tu veux. La porte est ouverte. Merci mon Seb d'avoir été là aussi. Je vous rappelle le prochain rendez-vous sur TFA, ce sera mardi donc prochain, voire peut-être lundi. Il y aura peut-être une surprise, mais enfin bon, restez à l'écoute sur les réseaux sociaux. On parlera ELF avec le débrief du match entre les Francfort Galaxy et les Mousquetaires de Paris. Ce sera dimanche à 13h heure française au stade Jean-Bouin et à suivre sur les antennes de beIN Sport 1. Voilà pour les prochains rendez-vous. Merci Seb, merci Rémi, et on se dit bonne semaine à tous. Salut tout le monde. Ciao, bye. Salut, bye bye.